était allé coaliser avec le RCD des Rwandais, de Kunda Batouare, de Bosco Tanganda, de tous ces gens-là. N'est-ce pas l'IDPS, le 22 avril 2002 à Kisangani? Et la leçon? Est-ce que Kabila avait dit que l'IDPS est dans la trahison? Ici, combien de fois Tshisekedi a signé dans le livre d'or, il y a génocide à Rwanda? Il a même qualifié le mort congolais de dégâts, de dommages collatéraux. Quelle est la leçon historique? Mais la leçon historique, c'est que l'IDPS doit cesser de dire que Oazando Kinangai, nous avons collaboré na été. Ah, watomona bisé là, que Luka carnet d'adresse na Rwanda. Balata mangwanda, ba embela biso ba finga biso ba congolais dans nobo ya Kagame. Ba pesa oh, et comme le roi Kagame azad ndoki na bango. Kagame ange hier, aujourd'hui, il est devenu démon. Aza ange, aza démon na bango. Lorsque la ville de Goma passait entre les mains et mains, il y a Rwandais Kakawana. Etienne Tshisekedi était où? Savez-vous où était Etienne Tshisekedi? Aujourd'hui, les deux ne se parlent plus ou ils ne peuvent plus se parler l'un à l'autre. Si les deux ne se parlent plus, d'ailleurs c'est parce que Kabila ne parle pas, Kabila s'exprime, Tshisekedi parle. Deux, parce que Tshisekedi avait utilisé une politique de dékabilisation de la République. S'il n'y a pas une loi d'amnistie, s'il n'y a pas d'ordonnance présidentielle portant grâce des Biamungou et les restes membres du M23 arrêtés sous Kabila jetés à la prison de Ndolo, c'était simplement pour montrer que lui, il peut faire mieux que détruire tout ce que Kabila avait fait. Or, Kabila ne le faisait pas à son nom, Kabila le faisait au nom de la République. La maison Schengen est aujourd'hui pillée, mais hier, c'était fermé par Kabila. Ok? Savez-vous pourquoi Kabila avait fermé cette maison Schengen? La maison Schengen bénéficie de 27 millions de dollars par mois de Congolais. Et les Schengen, cet espace Schengen, paye 20 millions de dollars d'aide militaire au Rwanda chaque mois. Kabila dit donc, ça veut dire, nous payons 27, nous vous donnons 20 millions, 27, vous prenez 20 millions, vous donnez au Rwanda. Ça dit le Congo, indirectement, le Congo finance ses bourreaux à aller fermer cette maison. Kabila, c'est un prophète mal compris. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. La voie du dialogue proposée par les églises catholiques et protestantes est-elle l'unique option à privilégier à ce jour, ou il y en a une autre qui soit plus efficace et plausible, mais qui n'est pas déroulée par le pouvoir en place en raison des différents paramètres à prendre en compte? Où allons-nous exactement? Au travers de cette émission, nous tâcherons de nous poser des bonnes questions. Certes, il est difficile de prédire les événements, mais nous allons essayer un tout petit peu de nous appliquer à cet exercice, de dire la vérité et de donner des options qui puissent faire en sorte que le pays retombe sur ses jambes et que le pays soit remis sur ses rails. Mais votre canal, votre chaîne profite de cette occasion pour faire appel aux uns aux autres en cette période difficile de mettre de côté l'orgueil, l'arrogance, mais aussi la tautologie afin de baliser les chemins qui conduisent vers la paix, mais aussi la cohésion nationale. Bienvenue, vous êtes sur votre chaîne Politico RDC. La force du détail. Nous allons revenir sur l'actu des 24 dernières heures, les consultations
des pères spirituels qui continuent leur bon chemin. Et récemment, ils étaient en Europe où ils ont rencontré tour à tour l'ensemble de Moïse Katumbi et le Front commun pour le Congo de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, qui est sous le feu de la rampe, accusé par son successeur d'être le parrain de l'Alliance Fleuve Congo qui dirige Corneille Nangaa. Pour en parler, nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau un de nôtres, l'un des visages que vous appréciez tant, Marley Vouvou. Ça faisait un temps qu'on ne le recevait pas sur ce plateau, mais aujourd'hui, vous avez jugé défendable de répondre à notre invitation. Comment allez-vous? Certes, le pays ne va pas trop bien, mais la santé physique. Nous allons bien physiquement, mais vous savez que lorsque le pays est agressé, le pays vit une telle situation, aucun citoyen sérieux, aucun patriote peut être à l'aise. On est physiquement en bonne santé, mais intérieurement, on n'est pas bien. On n'y va pas bien parce que le pays court un grand danger, non seulement de la balkanisation, mais des sécessions, des conflits ethniques, des guerres sociales. Moi, je crois que le président doit se mettre à ces moments-ci au-dessus de tous. Être au-dessus de la mêlée. Si le président ne prend pas, je sais qu'avec toutes mes hommages le plus différents au président de la République, je sais qu'il a raté sa transition entre président de la République et membre d'un parti politique. Mais ce n'est pas un problème. Mais dans des circonstances pareilles, avec l'expérience des 6 ans qu'il a maintenant au sommet de l'État, ça peut lui permettre de se mettre au-dessus de la mêlée pour aider les Congos de se remettre sur le bon chemin et de mettre les fils et filles, les dignes fils et filles de ces pays autour d'une même table pour que des solutions durables soient trouvées. Mais une attitude à encourager ici, c'est que toutes les couches sociales sont mobilisées à ne pas céder aucun centimètre de notre territoire. L'opposition, la société civile, les militants pro-démocratie, tout le monde est mobilisé à ne pas brader notre liberté et souveraineté. C'est une attitude qu'on a vue il y a très longtemps, mais à encourager. Mais la question, Marley Vouvou, comment nous sommes arrivés à replonger dans ce cycle infernal de violence? Votre question a une sous-question que je vais vite répondre. La sous-question, c'est que tout le monde, aucun Congolais, au jour d'aujourd'hui, est d'accord que le Rwanda puisse nous prendre même 1 millimètre de nos terres. Mais c'est une chance. Je crois, au jour d'aujourd'hui, je vais le dire, que le président Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo, c'est un chanceux. Parce que lorsque l'UDPS était au pouvoir, la ville de Goma était à l'opposition. La même ville de Goma, la même ville de Bukavu passait entre les mains des groupes rebelles. Vous allez vous rappeler du groupe de Boutebouzi pour la ville de Bukavu, le M23 en 2012 avec Joseph Kabila, pour le groupe de Bosco Tanganda et autres. Mais sous Joseph Kabila, ni l'Église, ni le militant pro-démocratie, n'avait soutenu ni le pouvoir politique en place d'alors. Personne avait soutenu Joseph Kabila dans cette guerre. Tous disions à l'époque, Kabila est rwandais, il a vendu nos terres au Rwanda. Mais c'était quoi l'attitude de Kabila et du FCC ou AMP à l'époque? Personne n'était poussé par Fox de dire que nous sommes agressés par le Rwanda. Ne pas citer le Rwanda n'était pas une infraction sous Kabila pendant que la même ville de Goma. Parce qu'il n'y a aucune différence entre la ville de Goma de 2012 et la ville de Goma d'aujourd'hui. C'est toujours notre ville de Goma. Il n'y a aucune différence entre la ville de Bukavu d'aujourd'hui et la ville de Bukavu sous Kabila. C'est la même ville de Bukavu, notre ville de Bukavu. OK? Mais et l'Église, et les opposants, et les ONG de droits de l'homme, et les militants pro-démocratie, personne n'avait porté
son soutien, même à la taille des fourmis, à Joseph Kabila. Même l'IDPS ne l'a pas soutenu. Non, d'ailleurs, l'UDPS, tu sais que le président d'aujourd'hui avait fait une interview sur B1 Télévision pour dire que ce qui nous arrive, c'est à cause d'un manque de leadership, d'une vision, d'un leadership sacrificiel, d'une vision claire, de l'absence d'une politique publique adaptée à nos besoins de défense publique, de défense nationale et de la sécurité. Aujourd'hui, dans la même circonstance, nous pouvons dire la même chose? Non, dans la même circonstance aujourd'hui, on nous impose de ne pas dire la vérité. On nous impose de dire telle chose. Donc, en fait, là, le régime nous a transformés aux hommes animaliers. Donc nous devons dire, c'est Kagame. Nous devons dire, c'est Joseph Kabila. Nous devons dire, c'est Moïse Katumbi. Nous devons dire, tantôt, à un moment ici, c'était l'église catholique, le cardinal Ambon. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui la responsabilité incombe à Félix Tshisekedi. Parce qu'il a prêté serment sur ça, conformément à l'article 74 et 69 de la Constitution. OK? Maintenant, on nous dit, il n'y a aucun responsable de la République. Il n'y a plus de commandant suprême, il n'y a plus de garant. Il faut trouver d'autres responsables. Et ce qui est dangereux, parce que si on ne se remet pas aux vrais responsables, on n'aura pas de solution. Là où Tshisekedi a échoué, on nous impose par Fox de dire que c'est M. Gédéon, tantôt c'est M. Jean-Pierre Kaïmbe. Est-ce qu'en pareille circonstance, devons-nous tirer les responsabilités des uns et des autres? C'est très important. Ou d'abord bouter l'ennemi dehors et après nous asseoir pour nous dire des vérités en face. Comment bouter l'ennemi dehors si vous êtes incapable de déceler le vrai problème? Le Congo a 3 ennemis principaux. Lesquels? Le premier ennemi, c'est que la puissance étrangère. Le deuxième ennemi, c'est le traître à l'intérieur, dont le traître est complice interne. Le troisième ennemi, c'est l'incompétence de nos dirigeants. Lequel est dangereux parmi ces 3 ennemis? C'est l'incompétence de nos dirigeants. Le plus dangereux, c'est le troisième ennemi, car sans un leadership interne, éclairé, visionnaire, courageux et sacrificiel, les 2 premiers ennemis vont jouer leurs cartes aisément. Parce que si nous avons des dirigeants compétents qui jouissent d'un leadership interne éclairé, visionnaire, courageux et sacrificiel, ces 2 premiers ennemis n'auront plus de place, à l'interne comme à l'externe. Mais le combat ici, c'est que nous avons des incompétents au sommet, nous avons des ennemis et complices internes, et les puissances étrangères. Les 3 réunis, c'est ça le plus grand danger. Or, comment résoudre ça? Mandela l'a fait. Réconciliation et vérité. Dans cette commission réconciliation et vérité, après l'apartheid, c'était pour se dire de vérité. Vous avez vu des images, les gens pleuraient de dire que tel m'avait amputé des jambes. Nous devons nous dire de vérité. Là où nous sommes aujourd'hui, pour répondre à ta question directement, c'est l'incompétence. C'est ces régimes, l'orgueil, vous l'avez dit, pas pour pointer les régimes. À l'annonce de l'émission, vous avez dit, nous devons tous cesser d'être orgueillés. Cesser de se montrer comme c'est nous qui nous sommes le maître de la situation. Non, ici, la situation concerne tous, tous les Congolais. Mais l'orgueil du régime, je peux aller loin dire que l'impolitesse des militants des partis politiques du régime, parce que tout le monde a été menacé ici. Les gens fouillaient leurs maisons, pas parce que le service les cherchait, mais parce que des militants, des ministres des partis politiques au pouvoir les cherchaient. Les gens y étaient contraints. Contraints par Fox. Si aujourd'hui je ne suis pas d'accord avec Franck Diongo, je continue à demander à Franck Diongo de retirer ce qu'il avait dit l'autre fois. Il a dit le Rwanda des terres à revendiquer au Congo. C'est extrêmement grave. J'ai dit à mon grand frère que je respecte tant, que je chéris tant, j'ai dit mon grand frère, papa Franck Diongo, vous avez démontré l'illettrisme historique. Le Rwanda n'a pas de terre à réclamer ici. Ça, vous devez rectifier. Sinon, pas avec tout le respect que je vous dois et j'ai toujours eu à votre égard, ça va commencer à être retiré petit à petit. Est-ce que serait-il acquis à la cause de l'agresseur? Je ne sais pas. Mais moi j'ai dit, il doit retirer le
Rwanda n'a pas de terre à prendre ici. On peut être en divergence avec Kabila. On peut ne pas être d'accord avec Joseph Kabila, tu sais, dans nos divergences. Mais l'égocentrisme pour nous tous sont nos terres. Et ces terres-là, Franck Diongo ne peut pas dire que ces terres appartiennent au Rwanda, que le Rwanda a des terres revendiquées ici. Je ferme cette parenthèse. Vous avez suivi, tu sais que c'était chancé. C'est l'unique régime en place où tout le monde soutient, direct ou indirectement. Pourquoi je l'ai dit? Sous Kabila, l'opposition n'a rien proposé pendant 17 ans. Sous Kabila, l'opposition n'a rien proposé. L'UDPS, depuis la création de l'UDPS, jusqu'à leur accession au pouvoir, oui, par débauchage, je n'ouvre pas cette parenthèse, l'UDPS n'a proposé même pas une vérité. Et aujourd'hui, cette attitude, c'est la conséquence de la prise de conscience de tout un peuple. L'UDPS au sommet, tout le monde propose. Tout de suite, l'UDPS, tu serais de prêter serment au mois de janvier 2019, l'opposition propose un plan de sortie des crises. Qu'est-ce que signifie cette attitude aujourd'hui sous Félix Tshisekedi? La prise de conscience des Congolais. Non, Tshisekedi n'est pas prêt pour l'unité nationale. De la même manière, l'UDPS et le régime Tshisekedi nous imposent à ne pas dire la vérité. C'est de la même manière, nous tentons de leur imposer l'unité et la cohésion nationale qu'ils refusent. Parce que quand vous adoptez l'attitude de conciliation ou une attitude conciliatrice, ça va se lire dans vos démarches, dans vos gestes, dans vos faits et gestes. Quand vous regardez Tshisekedi, jeter l'opprobre sur Joseph Kabila, est-ce que c'est une attitude à bâtir la cohésion nationale? Quand vous voyez Patrick Mouyaya jeter les sorts ou l'opprobre sur les évêques et les opposants, ce n'est pas une attitude qui va nous conduire à l'unité et la cohésion nationale. Parce que ceux qui dirigent pensent que s'il y a cohésion nationale et unité nationale, ils vont perdre leur poste. Or, nous ne sommes pas là pour le poste. Nous disons, unissons-nous pour barrer la route à l'ennemi. Soit le régime accepte de porter la responsabilité seul, soit nous allons à l'unité, nous bâtissons l'unité ou la cohésion nationale. Chose que je trouve difficile par l'attitude des opposants. Parce que vous allez remarquer qu'Atoum ne parle pas, Kabila ne parle pas. Nous disons tous, nous nous remettons au Père spirituel pour une cohésion nationale et l'unité nationale. Afin, ensemble, nous puissions barrer la route à l'ennemi. Mais ce qu'ils font des sorties médiatiques, pour salir, insulter, traiter les autres d'une manière sans aucun respect à la dignité humaine, ce sont ceux qui dirigent. Exemple, Mbata dit, les évêques sont en complicité avec les rebelles, ils ne peuvent pas faire ce travail, ils ne peuvent pas consulter, personne les a demandé de consulter. C'est grave. Et Peter Kazadi va plus loin pour dire qu'ils ont de preuves selon lesquelles les pères des spirituels sont en contact direct avec l'ennemi. J'arrive là. Ça veut dire que si ce régime, c'était un régime déjà bien concis, circoncis, c'est un régime qui allait faire beaucoup de choses, de merveilles. Mais malheureusement, c'est un régime des gens orgueillés, des gens qui pensent avoir tout compris, mais dans le faux sceptique. Aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui à cause de ces régimes. Tenez, chers frères, en 2019, lorsque Félix Tshisekedi prêtait serment, citez-moi une seule avenue occupée par l'M23. Je ne parle pas d'une cité, d'un village, d'une localité. Je parle d'une avenue. Il n'y en avait pas. Donc, si je vais parler comme un commun des mortels, Tshisekedi avait réussi ses PDLTA 45 entre ses deux mains. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ces gens-là puissent se refaire surface? C'est encore une fois Tshisekedi, président de la République. C'est sa faute. Malheureusement, nous sommes dans une politique adamique
où il n'y a aucun responsable et personne endosse la responsabilité. La politique adamique, c'est quoi? C'est que, Adam, quand tu fais, c'est la femme que tu avais mise à côté de moi. Mais est-ce que la femme avait pris une arme pour qu'Adam puisse manger les fruits? Non. C'est ça la politique adamique, la politique des irresponsables. La mission, ceux qui défendent les régimes, ils ont raison, et c'est la vitalité démocratique. Nous aussi, nous avons le droit de critiquer. La mission principale et la plus grande pour un régime au pouvoir, c'est la sécurisation des personnes et de leurs biens et le maintien de l'intégrité territoriale. Dès lors que cette mission n'a plus de... Cette mission, c'est que dès lors que vous échouez dans cette mission, ça veut dire que vous avez échoué dans tout. Il n'y a plus rien. Vous êtes dépouillé de substances, il n'y a plus rien. La deuxième mission en international pour un État, c'est de faire des guerres, de faire de la guerre à d'autres États. Machiavel dit ceci. La puissance d'un État est aussi démontrée par ses velléités expansionnistes. Donc, vous n'allez pas dire au Rwanda de ne pas attaquer le Congo. Ok? Si, à partir de ce que j'ai dit, ce que Machiavel a dit. Aujourd'hui, les États-Unis cherchent à prendre Groenland. Veut faire du Canada un grand pays qu'on connaît tous, son 51e État. Aujourd'hui, les États-Unis veulent prendre le canal de Panama. Ok? Aujourd'hui, tout le monde a demandé à Poutine de ne pas annexer la Crimée. Il a annexé. C'est ça les États. Les États, ce sont des monstres sans âme. Les États n'ont pas d'état d'âme. Ok? C'est à nous d'avoir la politique. C'est à nous de définir la vraie politique et d'estomper toutes nos services d'intelligence. Notre armée doit être mise dans des conditions optimales, maximales à maintenir l'intégrité du territoire et à empêcher tous les États de s'attaquer, de toucher à notre intégrité. Est-ce qu'aujourd'hui on regarde la situation? Est-ce qu'on semble maîtriser la situation? On n'a pas réussi, on ne maîtrise pas la situation, on n'a pas réussi. Ce n'est pas que tu sais qu'elle dit, mais c'est depuis longtemps nous avons travaillé sur les individus, non sur la vie de la République. Donc, avoir des institutions fortes, une armée dissuasive, des services de sécurité qui font peur, mais nous avons des services de sécurité qui font peur aux citoyens. Ah, j'ai déjà dit quelque chose, il faut l'arrêter. Là, c'est l'ANR. Là, c'est la demi-heure doit empêcher Jean-Pierre Kaïm de prendre son avion. Vous comprenez? Le service de l'État qui devait aider le pays à être un État fort, puissant au cœur de l'Afrique, ces services sont, excusez-moi la tautologie, sont au service des individus. Ils arrêtent parce qu'on leur a appelé par téléphone, il faut arrêter Moukébaï. Il faut arrêter Peter Tiani. Mais pendant que vous leur demandez, vous les appelez au téléphone, d'aller arrêter Peter Tiani, Yves Bouya, Marley, vous, Paulette Kimoutou, Jean-Pierre Kaïmé, les ennemis entrent. Ok? Le pays est déstabilisé, il y a des destructeurs internes qui pillent les ressources. Aujourd'hui, il y a des dignitaires qui ont des carrés miniers. Pose-leur la question, ils ont obtenu ces carrés miniers par quelle voie? Donc, nous n'avons pas travaillé sur nous-mêmes. Vous n'allez pas empêcher la France de venir nous exploiter illégalement. Jamais vous n'allez pas les empêcher. Parce que les États sont des monstres froids. Donc c'est nous qui donnons l'impression au Rwanda d'être un pays fort. C'est nous qui faisons du Rwanda un pays puissant. Par notre incapacité de riposter. Je vous prends un exemple. Un 7 octobre 2022, les Israélites fêtent leur fête. Ils étaient dans une fête en train de festoyer. La Hamas entre, tue 1000 personnes et décapite, prend plus de 300 Israélites en otage. L'État israélien n'a pas attendu des résolutions. Allons récupérer nos otages. Notre peuple ne peut pas être otage de notre État. Allez-y. Après avoir répondu, vous ne pouvez pas faire la diplomatie sans faire parler les armes. C'est impossible. C'est l'unique régime où j'attends ça. Où le président dit, nous ne faisons pas encore déclarer la guerre. La guerre
est déclarative, ça c'est un régime légal. Mais la guerre peut vous être imposée de fait. Nafandibwe, Rwanda Kotia, j'attends quelle disposition pour déclarer la guerre? En attendant de réunir les chambres, de déclarer la guerre, de voter une loi pour pouvoir de mesures d'application à Itaouana. Mais on tue, on viole, on pille. Mais quand le chef de l'État a dit qu'à partir de Goma, nous pouvons toucher Kigali, est-ce que ce n'était pas une déclaration de guerre ouverte au Rwanda parce que la parole d'un chef de l'État est lourde de conséquences et fait au fil d'une loi. À ce sujet, je vais d'ailleurs vous convier. Attendez, une minute. Attendez, 30 secondes. Vous allez argumenter juste après cet extrait de l'ancien ministre de l'Intérieur, Arimova Sakani, qui intervenait sur les ondes de la très suivie Radio Top Congo. C'est eux qui se plaignaient d'ailleurs. Je crois que le silence fait aussi partie du mécanisme pour le chef de l'État de ne pas diviser la nation. La parole d'un chef d'État est lourde de conséquences. Moins il en dit, mieux c'est. Et vous ne savez pas combien de situations le président Kabila a sauvées en se taisant. Il a pris tout sur lui, sur sa famille, sur son épouse, sa maman, son papa, sur lui-même. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Vous voyez dans ce que Arimova Sakani essaie de dire une dose de sagesse? Très sage. Parce que les chefs ne parlent pas. Un chef s'exprime. C'est-à-dire, exemple simple, quand vous êtes père de famille et que vous rentrez à la maison, quand les enfants, Bamoni papa na bangazongi, ils n'ont pas besoin qu'ils aillent à papa. Bana, les solutions est venue. Mais lorsque le papa dit des choses qu'il est incapable de réaliser, c'est papa perd en crédibilité, perd en responsabilité, en autorité même. En autorité même. Parce que l'enfant risquerait de dire un jour, papa n'a besoin de l'obaraneka. Ok? Mais un chef, vous allez regarder beaucoup de chefs d'État, parfois par année, ils ne font que deux interviews. Hein. Parce que vous n'allez pas demander au nôtre d'adopter un autre style. Je lui demande pas. C'est son style à lui. Je lui demande pas de beaucoup parler ou de cesser de beaucoup parler, mais je lui demande de beaucoup s'exprimer. Et ceux qui ont fait la linguistique savent établir la différence entre parler et s'exprimer. Je lui demande tout simplement de s'exprimer ou de parler que lorsqu'il aura des paroles qui seront fortes que le silence. Parce que si aujourd'hui tous les Congolais disent que le président dit qu'il ne va pas le faire parce que le président parle un peu trop, mais en termes de réalisation, il n'y a rien. Lors de la campagne, il a dit qu'à partir de Kigali, de Goma, on peut toucher Kigali. Est-ce qu'il avait raison? Mais notre ego est touché. Il avait raison de dire ça. Notre ego est touché. Pas simplement notre ego, mais notre Bukavu. Lorsque le président de la République tenait ses discours, les massifs centres n'étaient pas entre les mains du M23. Est-ce que c'était provocateur, selon vous? Moi, je n'ai pas besoin de paroles provocatrices venant de notre président. J'ai besoin de voir notre président trouver des solutions à cette crise. Pas de paroles. Les paroles ne vont rien résoudre. Par exemple, j'ai suivi quelqu'un dire que Kabila a signé des accords en 2013, il n'avait pas battu le M23. Mais c'est ça le plus grand problème. Quand vous dirigez un peuple avec illettrisme historique, surtout des événements récents que nous avons tous vécus, je vous dis, chers frères, tous les membres de l'UDPS Union Sacrée qui parlent des accords, un accord en 2013, demandez-leur de le montrer. Ils vont vous montrer l'accord du 23 mars 2009. En 2013, il n'y a pas eu un accord, il y a eu déclaration de deux camps. Tout le monde peut taper sur Google, déclaration de Nairobi du 12 décembre 2013. Je vous lis une paragraphe sur la déclaration du gouvernement, et tout celui qui a besoin de cela, il peut me demander. Et je vais vous lire une autre paragraphe, côté M23. Je prends l'amnistie pour vous démontrer que le régime est responsable de ce qui nous arrive. Considérant, allez, en conclusion, de pourparlers engagés à Kampala avec le M23, déclare, gouvernement congolais, déclare ce qui suit. 1. Amnistie. Le gouvernement s'engage à accorder l'amnistie aux membres du M23 pour faits de guerre et d'insurrection
couvrant la période du 1er avril 2012 à ce jour, donc le jour de la signature. Conformément au droit national et international, écoute là où ça devient intéressant, cette amnistie ne couvre pas le crime de guerre, crime de génocide et crime contre l'humanité, ainsi compris les violences sexuelles, le recrutement des enfants soldats et autres violations massives des droits de l'homme. Point 1.2. Pour bénéficier de l'amnistie, chaque membre du M23 devra personnellement s'engager par écrit à s'abstenir de manière permanente de recourir aux armes ou de participer à un mouvement insurrectionnel pour faire obtenir une quelconque revendication. Toute violation de cet engagement rendra automatiquement caduque l'amnistie ainsi accordée et disqualifierait l'auteur de cette violation du bénéfice de toute amnistie ultérieure. Alors, que visait cette amnistie qu'on devrait accorder aux militaires du M23? D'abord, je suis en train de vider les arguments de Peter Akaza, parce que ta question a été assise sur Peter Akaza. Il a menti. Il a parlé d'un accord. Il s'agit de déclarations. Je prends maintenant le M23 sous l'amnistie. Fin de rébellion. Déclarons comme suit. Le M23. 1. Fin de rébellion. Le M23 confirme qu'il renonce à sa rébellion. 2. L'amnistie. Le M23 convient que pour bénéficier de l'amnistie, chaque membre du M23 devra personnellement s'engager par écrit à s'abstenir de manière permanente d'utiliser des armes ou de participer à un mouvement insurrectionnel pour assurer le succès de quelque revendication que ce soit. Toute violation, ça c'est le M23, toute violation de cet engagement rendra automatiquement l'amnistie accordée nulle et non avenue et privera celui qui aura commis cette violation du droit à toute future amnistie. Je ne fais pas lire des dispositions transitoires. Vous comprenez, être ministre de l'Intérieur. L'amnistie, c'était pour parvenir au brassage et mixage? Non. Non. On parle d'amnistie, pas de brassage. On parle d'amnistie, ça dit on vous pardonne. Parce que après, parce que l'émission, la télé, c'est les temps. Et c'était signé en quelle date? Le 13 décembre 2013, à Nairobi. C'est pourquoi l'intitulé, c'est la déclaration de Nairobi. Ce n'est pas un accord dont l'État congolais prend des engagements. Fait une déclaration. Le M23 aussi fait une déclaration qui allait aboutir à un accord. Alors, le M23 n'a jamais été défait militairement. Attends. C'est sur le volet diplomatique qu'on voit les efforts fournis par un gouvernement pour mater ces mouvements. Non, ça c'est jeter de l'opprobre à nos héros, Mamadou Ndala Baouma. Ils étaient défaits. Mais il fallait maintenant amnistier les Congolais. Parce qu'on disait que c'était une rébellion, c'était une agression rwandaise. Mais il y avait des Congolais à l'époque, tels que Roger Lumbala. OK? Il y avait des Congolais, il fallait amnistier, remettre dans la société. Et comment ils devraient réussir leur réinsertion dans la société? C'est par le mixage et brassage, tout justement. Et d'autres qui ont pu avoir accès aux institutions. Sinon, vous n'allez pas comprendre ce que l'esprit de cette déclaration. Après, Kabila avait arrêté tous ces gens. Parce que quand vous lisez la déclaration côté amnistie du gouvernement, là où le gouvernement s'engageait à amnistier, il y avait des crimes qui ne devaient pas bénéficier de l'amnistie. Des actes imprescriptibles. OK? Et ces gens étaient arrêtés à cause de ça. Mais Peter Akaza devait jeter l'opprobre que sous le régime de Kabila. Est-ce que Peter Akaza peut nous montrer maintenant la loi d'amnistie, lui qui était ministre de l'Intérieur, permettant au régime Tshisekedi de libérer tous ces gens, les Biamungu, tous ces gens qui sont maintenant avec le M23? Ils se sont retournés après. Alors, et ils ont pris les armes. parce qu'ici, on parle de l'amnistie qui est une loi qui devait être votée par le Parlement. Chose qui n'a pas été faite. OK? Alors, ils ont été libérés comment?
Peter Kazadi, lui qui s'est montré devant Jean-Marie Kassama comme champion du connaissant de l'histoire, il peut nous montrer cette loi. Il dit qu'il a géré quand même la sécurité de ces pays. Il a beaucoup de secrets parce que lui-même a violé les devoirs de réserve. Alors nous avons maintenant le droit de lui poser des questions. Il peut nous montrer cette loi d'amnistie. Pourquoi les avoir libérés? Oui, parce que Kabila avait arrêté tous ces gens, les Biamou et autres, ils étaient ici à la prison de Ndolo. Condamnés pour des crimes de guerre, violence, recrutement des enfants soldats. Le régime Tshisekedi, au mois de mai 2019, le régime a libéré tous ces gens-là. Pas d'ordonnance portant grâce présidentielle, pas de loi d'amnistie. C'est la lettre d'un collaborateur du président adressée à l'auditeur supérieur de l'armée suffisait. La lettre de Claude Ibalaki. J'ai attendu quelqu'un qui disait que la grâce présidentielle était déjà dûment signée par Joseph Kabila. Non, et Tshisekedi la déclaration ne parle pas de... n'a fait qu'appliquer cela. Attends, mon frère Gédéon. Ces gens sont orgueillés inutilement. La déclaration, j'ai lu la déclaration, j'ai dit tout celui qui a besoin de se déclarer. Parce que la déclaration côté Congo, c'est un document de 5 pages. Côté M23, c'est un document de 6 pages. Celui qui en a besoin, même c'est du régime, qu'il m'appelle. Ok? Est-ce que maintenant, eux, ils peuvent montrer cette ordonnance? C'est le président Tshisekedi qui gère le pays, non? L'archive, c'est à la présidence qui nous montre l'ordonnance avec la signature de Joseph Kabila. Parce que la loi ne parle, la déclaration n'évoquait pas l'ordonnance de la grâce présidentielle. La déclaration parle d'une loi d'amnistie. Alors, ce sont eux qui ont libéré ces prisonniers. Si Kabila avait pris la déclaration, ok? Mais la libération est l'œuvre de qui? Supposons par absurdité que Kabila avait déjà pris une ordonnance. La compétence état d'attribution. Tu sais qu'il n'avait pas le pouvoir d'annuler cette ordonnance. Dans un contexte de coalition FCC cash, non, est-ce qu'il avait le président. Vous allez me dire que pendant cette coalition, Tshisekedi n'était pas président de la République. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, dans ces prérogatives, dans un contexte de coalition, des questions étaient concertées et analysées ensemble. Là, je parle du pouvoir discrétionnel du président. Vous n'allez pas me dire que le FCC était tellement puissant jusqu'à tel point de dérober le pouvoir discrétionnel du président. Vous n'allez pas me dire ça. Deux défis à Peter Kazadi, qui nous montre la loi d'amnistie et l'ordonnance portant grâce présidentielle signée par Joseph Kabila. Allez, merci. Troisième élément, Peter Kazadi ne peut pas sortir nous parler de la gestion en République. Peter Kazadi, il a fait une déclaration grave dans ce pays, étant ministre de l'Intérieur, qui ne connaissait pas le nombre de policiers. Et que retenez-vous de son passage au ministère de l'Intérieur? S'il faut côté Peter Kazadi, c'est moins 0 sur 10. Je vais vous montrer. J'ai une lettre de l'IGF. Parce que les gens maintenant semblent avoir récupéré leur cerveau une fois, ils ne sont plus en responsabilité. Aujourd'hui, selon mes informations, il y a eu l'argent, il y a une somme d'argent décaissée par le gouvernement congolais. Cet argent devait être logé dans les comptes de la police, mais cet argent s'était retrouvé dans un compte qui n'était pas de la police. C'est Jacquemain Chabani qui a demandé à la police d'ouvrir un compte police pour que la police a bénéficié d'un Mongwana. Mais la somme trouvée n'est pas la somme initiale. Là, l'IGF doit enquêter. Je vous prends encore. Deuxième élément. Qui a interdit aux Wewa, nos frères qui souffrent sans emploi, de faire leur travail ici? S'il y a des motos, si le camp Lufungu est transformé en un garage, si le bureau de Kilimbalimba, aujourd'hui, c'est un garage de motos et voitures, c'est à cause de Peter Kazadi. Pourquoi? Parce que lui qui condamne, qui cite Kabila et les évêques, c'est lui qui a empêché le peuple de revendiquer leurs droits contre les puissances étrangères ici. Tant le peuple bandé au Bima ou contre l'ambassade, il y a Nini. Peter Kazadi a pris une décision que Moto Morote et Kotanavine, c'est lui qui a protégé ces gens. Ce n'est pas les évêques. Attends, je vous montre la lettre. Allez, ce sera votre dernière intervention sur ce sujet. Je vous montre. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes les 7 juin. Peter Kazadi a des choses à répondre. Si moi j'étais procureur, je devais l'interpeller. Il doit répondre. Ça, c'est la note d'observation de l'IGF sur le dossier carte d'identité.
J'ai donné la lettre à notre frère régisseur. Note d'observation de l'inspection générale des finances, adressée à l'attention de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, concerne dossier contrat ONIP Afritech, carte d'identité. Excellence, j'ai l'honneur de faire part à votre autorité des observations de l'IGF sur le contrat de production de la carte d'identité nationale pour le groupement Afritech Idemia. Excellence, ce contrat de 697 millions de dollars, dont 104 millions. 104 millions d'apport de l'État congolais, 20 millions déjà disponibilisés et 593 millions apportés par Afritech Idemia présentent des irrégularités suivantes. Le groupement Afritech Idemia ne dispose pas de ressources pour financer sa participation. Le contrat prévoit que l'État congolais fournisse à ce groupement une garantie devant lui permettre de lever des fonds auprès des banques commerciales. La dite garantie portera sur la séquestration des avoirs de la Banque centrale du Congo par la banque commerciale prêteuse. Cette opération tombe dans l'illégalité, voire dans l'impossibilité. Le coût total de ce projet est jugé surfacturé en ce qui concerne particulièrement la construction des infrastructures immobilières du projet évalué à 444 millions de dollars. La durée prévue du contrat pour 20 ans de partage de produits du projet, d'1 milliard, dont 60% aux bénéficiaires Afritech Idemia, 20% pour l'État congolais, 20% pour le remboursement de la dette, ne se justifie pas. Étant donné la nullité de l'apport de l'Afritech Idemia qui reste conditionné par la garantie de l'État, la firme française Idemia, France, contactée par l'inspection générale des finances, ne reconnaît pas sa participation à ces projets de carte d'identité en RDC. Mais, des cartes, pardon, excusez-moi, il y a un appel qui a dérangé. Mais affirme que la société Afritech, c'est un client s'approvisionner auprès d'elle en équipement. Il en découle que la dénomination utilisée dans ces projets Afritech Idemia est une usurpation. Les réponses à ces observations constituent des préalables pour la poursuite de ces projets de 20 millions de dollars déjà débloqués du trésor public, mais non encore utilisés. En attendant les réponses satisfaisantes aux dites observations, je vous en prie, en souhaite bonne réception. Kinshasa, le 7 juin 2001. Donc c'était un rapport récent. Alors que cette opération a été annulée, Peter Kazan n'a pas répondu. Il doit expliquer. D'abord parce que l'ONIP, c'était sous sa gestion. Alors ce contrat était signé par lui alors. Parce que c'est lui qui devait lancer l'appel d'offres, trouver des soumissionnaires, recruter des entreprises. Alors comment il a recruté une entreprise qui n'est pas concernée? Ça, c'est le travail fait par l'IGF qui a contacté la firme française qui affirme ne pas être concerné par les projets. Il y a des matériel, donc Peter Kazana Fritek Barouba, Somi Ategasis. Mais comment est-ce que qui concession? Et l'argent avait déjà été décaissé. L'argent était déjà décaissé, le carte d'identité aucun Congolais n'a. Alors, un gars comme ça sort de chez lui, violant d'ailleurs le devoir de réserve, venir faire des leçons aux gens. Namitouni, est-ce que IGF Mamba la police à côté raté? Donc, nous allons revenir sur cette question avec des détails. Aujourd'hui, je le vis parler
des administrateurs du territoire. Sous sa gestion, les administrateurs du territoire ou de territoire, comme arriéré il y a plus de 8 mois. Mais aujourd'hui, oui, Jacques-Mel Chabani n'a pas épiré les 8 mois. Mais, alors, lorsque moi j'aime décourager, notre pays a plusieurs problèmes. S'il y a un Congolais courageux qui accepte quand même de faire un pas, et ceux qui ont échoué hier, j'ai dit courage à Jacques-Mel Chabani, le chemin est long, il y a encore des choses à faire, mais Peter Kaza ne peut pas être un donneur de leçons. Qui a fait violer le statut de l'UDPS? Je cite par là, qui a fait violer le statut de l'UDPS? Non, c'est là qui mandat spécial. L'article 26 à statut, il y a UDPS, intérim, interdit, intérim au sommet, il y a UDPS. Peter Kaza de Moutakosa Félix, c'est qu'il ça là, mandat spécial, en violation de statut. Alors, un gars comme ça, des leçons à donner? Allez, merci. Nous allons nous pencher sur cette question dans une autre émission beaucoup plus élaborée. Pour l'instant, nous allons parler de la voie du dialogue proposée par les églises catholiques et protestantes. Est-ce la seule option à privilégier à ce jour ou il y en a une qui soit plus plausible et efficace? Allez, trêve de commentaires, nous allons prendre cette intervention du chef de l'État à Munich, en Allemagne, où il revenait sur la responsabilité de son prédécesseur dans cette crise délétère qui frappe de plein fouet l'Est de la République démocratique du Congo. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà. Allez, parlez-vous. Les chefs de l'État insistent, et ce sera pour la deuxième fois, depuis qu'il essaie d'insister sur les parrainages de l'Alliance Fleuve Congo par son prédécesseur, Joseph Kabila. Première question sur ce dossier. Qu'est-ce que cela change dans la donnée ou dans la suite des événements en accusant gravement l'ancien chef de l'État comme étant le véritable responsable de tous ces désastres et tout ce à quoi on assiste dans l'Est du pays? Ça change beaucoup de choses. Ça change même des cartes au niveau de la diplomatie. Vous savez, la diplomatie est une jungle où le plus fort bouffe le plus faible. Mm-hmm. Il faut y aller avec beaucoup de malignité et prudence. Il ne faut pas aller comme si vous partez dans un marché à acheter vos légumes. En diplomatie, avoir la vérité ne signifie pas forcément avoir raison. Ce n'est pas avoir raison. Mais il faut avoir des techniques. Mm-hmm. Des tacts. Des tacts pour remporter des victoires sur le plan diplomatique. Ce qui manque à Félix Tshisekedi est sien. Le président de la République a voyagé à travers le monde pour accuser Paul Kagame. Nous disons ici, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une révolution interne, ni un mouvement rebelle interne, c'est une agression étrangère. Et le monde l'a compris comme ça. Mm-hmm. Les choses ont commencé à bouger. Par exemple, le Parlement européen, même si ça reste que de papier ou de papier, mais c'est quand même de victoire. Le Parlement européen, pour la première fois, demande aux pays constituant l'Union européenne de résilier les accords miniers signés avec le Rwanda. OK? C'était 48 heures avant cette déclaration. C'était une avancée notable. C'était une avancée. La Chambre des communes britannique demande au gouvernement britannique de suspendre tout aide avec le Rwanda, sur le Rwanda.
militaire ou de développement. Partout. Aujourd'hui, les voix s'élèvent. Les Ramaphosa condamnent le Rwanda. Le président burundais, vous avez vu son échange de vues avec les corps diplomatiques. Tout le monde, le peuple en ébullition, les églises, le monde épouse notre cause face au Rwanda. Les résolutions, les conseils de sécurité demandent au Rwanda de suspendre son soutien au M23 AFC. Mais le président sort pour dire tout le monde a tort. Parce que là, c'est l'homme le plus informé qui parle. Ce n'est pas l'homme de la rue. Ce n'est pas un citoyen lambda, non. C'est l'homme le plus informé. Il vient dire, ce n'est pas Kagame que vous pointez le doigt, c'est mon prédécesseur. Il parle de l'opposition armée. Ce n'est plus une question d'agression. D'ailleurs, il prête même le flanc. Le langage de Moussa Faki. Parce que lorsque Moussa Faki, au nom du président de la Commission africaine, lorsque Moussa Faki avait dit qu'il faut parler avec le M23 parce que c'est une opposition armée, tous, et l'opposition, et le régime, nous avons dit Moussa Faki est dans le faux. Moi, j'avais même publié un article disant que l'Union africaine bouge pleine marmite trouée. Pour dire que la position de l'Union africaine ne corrobore pas avec la réalité. Alors que le président sort pour dire non, c'est une opposition armée. Alors, est-ce que le président pourrait-il nous établir la différence entre une opposition armée et une agression? Parce que les concepts en diplomatie, ils n'ont pas de sens dans l'Union. Quand je dis Gédéon a violé, ce n'est pas que Gédéon a tué. Quand je dis Gédéon a agressé ma fille, ce n'est pas que Gédéon, c'est un rebelle qui s'est rebellé à l'intérieur de la maison. Les concepts en diplomatie sont très importants. Lorsqu'on parle du terme terroriste, on doit les définir ou les prendre comme tel. Ça a une connotation propre à lui. Quand on évoque le terme opposition, en diplomatie, en international, ils en ont contenu. Vous dites que ça va changer bouleverser toutes les cartes. Déjà, le contenu a changé. Parce qu'il ne s'agit plus, le président dit clairement, il ne s'agit plus d'une agression, il s'agit d'une opposition armée. C'est une affaire congolo-congolais. Ce n'est pas une attaque étrangère. Donc le président donne le béquille. C'est ce qui a changé. Le président donne le béquille au Rwanda. Aujourd'hui, Kagame peut être culotté, peut avoir de l'épaisseur et dire que j'amène le Congo en justice internationale pour diffamation, pour avoir déstabilisé, dénigré mon peuple, mon pays inutilement. Dans ma souveraineté, étant que représentant de ce peuple rwandais, nous allons, parce que le président a dit... Sur ce point, Kagame a raison quand il dit qu'il faut dialoguer, négocier directement avec ce mouvement et non avec moi. Parce que je ne suis pour rien. Peut-être je ne fais que leur donner les moyens. Non, ici Kagame ne donne plus les moyens, c'est Kabila. On voit militaires rwandais justement, nous voyons dans la chute de certaines villes. Chers compatriotes, nous voyons. Mais la personne mieux informée nous dit ce que nous voyons là, nous sommes des daltoniens. Nous avons une mauvaise perception de la réalité. OK? Parce que vous n'allez pas me dire que moi, vous n'allez pas vous dire... Est-ce que le schéma aujourd'hui n'est-il pas le même comme à l'époque de Mouzé qui bénéficia du soutien du Rwanda et d'autres pays? Vous n'allez pas dire que vous êtes plus informé que Félix Tshisekedi. Tous les moyens sont mis à sa disposition pour qu'il soit l'homme le plus informé afin de lui permettre de prendre de véritables décisions. Mais il n'est pas aussi omniscient. Mais par ses services, c'est pourquoi on dépense beaucoup pour ça. Mais il n'est pas omniscient. Mais justement, c'est pourquoi le président devrait s'abstenir à tenir de telles déclarations. Même si c'est la vérité. Mais si c'est la vérité, mais pourquoi le président nous a fait gaspiller le temps en parlant de Kagame? Ce sont des temps gaspillés inutilement, sinon on allait trouver des solutions déjà depuis longtemps. On n'allait pas perdre 3000 personnes à Goma, on n'allait pas avoir 27 millions de gens en insécurité alimentaire à cause de cette crise. Quelle est la solution qu'on aurait trouvée à cette question? Il n'y a plus de solution parce qu'on ne connaît plus l'adversaire. Tantôt, Mouyaya, qui est la bouche autorisée du vent, vous parle de Katumbi. Tantôt, Mouyaya vous parle de Katumbi.
Le combat devient facile, les solutions sont faciles lorsqu'on connaît l'adversaire en face. OK? Maintenant, là, nous sommes dans une phase où l'adversaire n'est pas connu. Même ceux qui nous dirigent sont en train de tâtonner sur ce qui est réellement notre adversaire. En disant ça, le chef de l'État était dans quelle démarche aménique? Moi, je crois que le chef de l'État était décidé d'épargner son partenaire. Parce que je trouve... De que parlez-vous comme partenaire? Non, Kagame. Je trouve aucun intérêt. Où le monde... Mais ils ne le sont plus. Non, mais attends. Je trouve aucun intérêt. Je crois même le chef de l'État, là où il est en train de regretter cette sortie médiatique. Non, regretter comment? Parce que c'est pour la deuxième fois qu'il dit ça. Non, hein? Faut pas donner... Là, l'assistance semble trouver tout son sens. Il n'insiste pas en vain. Il insiste parce qu'il a un message à faire passer. Gédéon, mon cher frère, ne donnez pas l'impression que cette crise a commencé parce que la vie de Goma et Bukavu est touchée. Cette crise a commencé depuis le 13 juin 2022. Lorsque la ville, la cité de Bunagana a passé entre les mains du M23. OK? La mission, je me répète, la mission principale d'un régime au sommet de l'État, régalienne et la plus grande, c'est la sécurisation du peuple et de ses biens, mais aussi le maintien de l'intégrité territoriale. Depuis ce jour-là, le président n'allait pas dormir. Mais pendant cette période, le président avait dit, il regrette le jour où il s'était séparé avec Kabila. Vous l'avez suivi, vous êtes journaliste. Mais la crise était là. Avant la crise, Kagame était partenaire fiable, tout ça, ok? Pendant la crise, c'était Kagame et Kabila et il regrettait maintenant sa séparation avec Kabila. La crise s'accentue. La pression s'accentue sur Kagame, mais vous avez suivi même la dernière sortie médiatique de Kagame, c'est Jeune Afrique. Il avait perdu pédale pour dire que les sanctions ne me font pas peur. Nous avons connu la guerre, ok? Il a donné l'exemple même d'une femme d'une vieille dame rwandaise, qu'on lui avait posé la question, soit il renonce, soit on le tue, il avait craché sous le visage de ses bourreaux. Ok? Pour démontrer que le Rwandais n'abandonne jamais. Ça dit que Kagame commence à dire ça parce que la pression, les taux s'est serré autour de Kagame. Il fallait continuer avec cette dynamique. Maintenant, c'était tantôt Kagame partenaire officiel, un privilégié, Kabila qui bloquait, qui faisait tout. Après, ça devient Kagame qui a réarmé le M23 pour attaquer le Congo. Il regrettait même d'ailleurs sa séparation avec Joseph Kabila. Mais après, c'est Kabila, ce n'est plus Kagame. Après, c'est Kagame, ce n'est plus Kagame, c'est Kabila. Tantôt, c'est Katumbi. À un certain moment, le président a accusé même l'Église catholique. Est-ce que vous essayez de comprendre la logique dans tout ça? Non, il n'y a aucune logique. Je suis dans la confusion, dans la plus totale. Je ne sais plus, pour défendre mon pays, je dois m'attaquer à qui? Parce que là, ce n'est plus un mouvement terroriste, parce que le terrorisme, c'est ce qu'il refusait de dialoguer avec le M23. Parce qu'on les qualifiait d'un mouvement terroriste. Parce qu'en principe, on défait un mouvement terroriste, mais on ne négocie pas avec un mouvement terroriste. Le terrorisme, ça ne se négocie pas. Mais dès lors que lui-même dit que c'est une opposition armée, donc là, on peut négocier. Parce qu'il ne s'agit plus d'une agression, il s'agit des Congolais qui se sont soulevés contre un système. Donc on peut négocier et mettre les choses au clair et mettre fin aux atrocités. Alors quelle est la solution maintenant? On n'a plus assez de temps. Le président... Faut-il faire confiance à la démarche ou moi je crois même les catholiques là où ils sont. Des pères spirituels qui aujourd'hui sont en train de rencontrer tout le monde en vue du pacte social et le bien vivre ensemble. Moi je crois là où même le partenaire, voilà maintenant même... Ramaphosa parle maintenant d'un dialogue. Parce que vous avez suivi l'escalade verbale entre le président sud-africain et rwandais. Vous avez suivi l'escalade verbale entre le président burundais Ndayishimiye et Paul Kagame. Vous avez suivi comment la présidente de la République fédérale du Tanzanie s'attaquait au Rwanda. Est-ce qu'avec tout ça, est-ce que seront-ils encore à mesure de défendre la cause du Congo? Après cette sortie du président, tous maintenant parlent d'un dialogue. Donc le président a détruit une dynamique qui était mise en place. Même là, il a détruit même la démarche des évêques au Bakendo Monana Kagame. Ok? Mais non. Comme maintenant c'est une crise congolo-congolais, pourquoi ne pas organiser un dialogue entre Congolais alors?
Pourquoi avoir dépensé beaucoup d'argent? Qu'est-ce que ces dialogues résoudrait en Mais réalité? Non, je suis en train de réfléchir. Est-ce que ces dialogues ne Nous seraient pas là que pour légitimer nous certains actes sommes en ou train- certaines actions nous sommes de en- certains individus, entre guillemets, frustrés et qui ont décidé de prendre les armes contre le nous propre sommes pays? en train de réfléchir. Si on ne veut pas, si Tshisekedi ne veut pas dialoguer, mais sur le terrain, qu'est-ce que nous vivons? Dialoguer, oui, mais avec qui? Et quels sont les Mais termes lui, il a dit, c'est les termes Kabila. de référence? Lui, il connaît maintenant l'adversaire, c'est Joseph Kabila. Il peut négocier avec Kabila. Au lieu tantôt d'aller chez Katumbi, de faire tramballer les évêques et pasteurs, on connaît déjà l'adversaire, c'est Kabila. On y va tout droit. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont inconciliables? Parce qu'on les a vus, mais dans la main, lors de la prestation du serment de Félix Tshisekedi le 24 janvier 2019. L'image sur qu'il a encore dans ma mémoire, c'était beau. Tout le monde a admiré ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les deux ne se parlent plus ou ils ne peuvent plus se parler l'un à l'autre? Si les deux ne se parlent plus, d'ailleurs c'est parce que Kabila ne parle pas, Kabila s'exprime, tu sais qu'il parle. Deux, parce que tu sais qu'il avait utilisé une politique de dékabilisation de la République. S'il n'y a pas une loi d'amnistie, s'il n'y a pas d'ordonnance présidentielle portant grâce des Biamou et les restes membres du M23 arrêtés sous Kabila jetés à la prison de Ndolo, c'était simplement pour montrer que lui, il peut faire mieux que détruire tout ce que Kabila avait fait. Or, Kabila ne le faisait pas à son nom, Kabila le faisait au nom de la République. La maison Schengen est aujourd'hui pillée, mais hier, c'était fermé par Kabila. Ok? Savez-vous pourquoi Kabila avait fermé cette maison Schengen? La maison Schengen bénéficie de 27 millions de dollars par mois de Congolais. Et les Schengen, cet espace Schengen, paye 20 millions de dollars d'aide militaire au Rwanda chaque mois. Kabila dit donc, ça veut dire, nous payons 27, nous vous donnons 20 millions, 27, vous prenez 20 millions, vous donnez au Rwanda, ça dit le Congo, indirectement, le Congo finance ses bourreaux à aller fermer cette maison. Kabila, c'est un prophète mal compris. Savez-vous pourquoi la communauté internationale haïssait Kabila? Parce que Kabila avait fait mal à cette communauté internationale pour le bien des Congolais. Parlons de la crise, Marley. Mais je parle de la crise. S'ils doivent parler, ce sera autour de quoi? C'est pourquoi je parle de la crise. Ce sera autour de quoi? Ça, oui, pourquoi j'ai dit ça? Kabila a Simako de minier. C'était la clé de l'exploitation ici. Ok? Kabila a empêché Kabila. La dernière fois que Kagame a mis ses pieds au IDPS, rouge, c'était après 10 ans. Donc vous comprenez, sous Kabila, Kagame ne foulait plus ses pieds ici. Mais tu sais que dans la politique de dékabilisation de la République, il a ramené tous ces gens-là. Il pensait faire mal à Kabila, or il faisait mal à la République. Il était le principe, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Or, quand il avait amené Kagame, il n'était pas ennemi à Kabila. Chaque week-end, il se voyait. Alors que lui tentait de donner des sales coups à Kabila. Parce que quand Kabila s'est rencontré à Tshisekedi, Kabila n'appelait pas Kagame venait à Kinshasa. Kabila ne demandait pas à Tshisekedi d'aller réouvrir la maison Schengen. Kabila ne lui avait pas demandé de libérer tous ses prisonniers. C'était de démontrer. Exemple, l'Equity Bank, ce groupement de banquiers kenyans, de Tutsi, de l'Empire Imatuchi, ce groupement, il y a Awabasomba, la banque commerciale. Kabila a dit, oh, comment groupe Mora sur ma banque commerciale est belé dans Mboka Moro? Ça voit le monopole monétaire d'un pays. Kabila Boya, ils n'ont pas acheté sous Tshisekedi. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc ici, c'est le président de la République Tshisekedi. Kabila n'a aucun problème. On fait quoi maintenant? C'est à Tshisekedi de réfléchir. Parce que toutes les solutions proposées par l'opposition de la société civile ont été rejetées. Le plan de sortie de crise, le plan, la loi électorale, la réforme électorale, la réforme de la CENI. Les évêques ont proposé combien de fois? Il a même préféré ne pas répondre aux évêques en face, mais aller répondre sur un média. Dire que les évêques m'avaient demandé d'ouvrir des dialogues. J'ai dit je ne peux pas le faire parce que Fayoulou ne reconnaît pas ma victoire. Kabila. Tu sais, Katumbi a préféré rester borderline.
Kabila a fait le choix de l'insurrection, d'ailleurs le M23. Quand vous... Est-ce qu'avec tout ça, est-ce que vous voyez la démarche de père spirituel aboutir à quelque chose? Ça peut aboutir si tu sais qu'il quitte, chasse l'esprit de l'incohésion nationale. Pour intégrer quoi? Pour intégrer l'esprit de la cohésion. Je parle de l'incohésion. Parce que là, maintenant, c'est lui qui détruit. Kabila a accepté de se voir avec les évêques. Vous avez vu la délégation FCC recevoir. Et donc, la cohésion, les dialogues peut résoudre. Kabila peut stopper l'avancée de M23. Kabila connaît beaucoup. Kabila a défait le M23 en 2013. Kabila peut aider Tshisekedi à lui expliquer l'esprit de cette déclaration. OK? Mais le problème, c'est que l'arrogance loge l'union sacrée. Vous avez vu même comment Vital Kamerhe a recadré, s'est assimilé au député que vous appelez abusivement Eliezer Tambou. Il a pris des grandes questions de la République. Donc ici, la République est déshabillée. Il n'y a plus de secrets d'État. Les gens qui gèrent des dignités ne sont plus soumis au devoir des réserves. Il dit, évêque, Kamerhe, non. Mais beaucoup estiment aussi que la démarche des évêques est biaisée. Jusqu'à aller rencontrer les bouchers de Kigali. Sur votre place. Est-ce que la démarche est-elle crédible? Est-ce qu'il y a de la sincérité? Ils sont-ils financés par qui? Comment ils arrivent à avoir tous ces contacts en un clin d'œil jusqu'à rencontrer le président rwandais malgré son agenda fort chargé? C'est des questions que les gens se posent. Dans votre plateau ici, pendant que Bunagana était entre les mains du Rwanda, M23, ok? Sans que Corneille Nangaa soit rebelle, à l'époque, Corneille Nangaa était ici. Je parle du 13 juin 2022. Dans votre plateau, Eliezer avait accusé Tshisekedi de payer James Kabarebe. Qui parlait de la trahison. Qu'en est-il aujourd'hui? Non, je cite Eliezer Tambou dans votre plateau pendant que le Congo était occupé en 2022. Il dit c'était à Pullman Hotel où James Kabarebe a la question. C'est Moukouba James Kabarebe a dit la cause c'est $1 million sous le régime Tshisekedi. Est-ce que la DEMIAP, l'ANR, n'ont-ils pas suivi Eliezer? Allez, nous sommes arrivés à la fin. C'est là. Nous sommes arrivés à la fin. L'IDPS commencez à chuter, s'il vous plaît. On chute par là. L'IDPS a toujours été avec le Rwanda. Moubak est envoyé plus de 17 fois au Rwanda par Papa Etienne Tshisekedi comme conseiller politique. L'UDPS a déjà expliqué aux Congolais c'était pour quel objectif, la mission, ces multiples voyages étaient basés sur quoi? Est-ce que Kabila, à cette époque, Kabila avait dit que l'UDPS était en train de vendre la République? Qui avait qualifié l'UDPS Il a tout pris sur son dos. Kabila était responsable. Il a dit, je suis le chef, j'assume. OK? Lorsque la rébellion afdélienne, avant que ce soit la rébellion afdélienne, OK? l'UDPS avait délégué au Lenganko avec d'autres membres de l'UDPS pour aller prétendre conduire cette rébellion. Mobutu avait traité l'UDPS des traîtres. La preuve, à chaque province, à l'époque on appelait ça zone, région, pardon. À chaque région qui tombait entre les mains de l'AFDEL, le gouverneur, les personnes nommées gouverneurs étaient tous... Les temps ne sont plus les mêmes. Hein? Non, à l'époque, nous étions en pleine dictature. Mais après la dictature maintenant, qui était allé coaliser avec le RCD des Rwandais, de Kunda Batouare, de Bosco Tanganda, de tous ces gens-là? N'est-ce pas l'IDPS, le 22 avril 2002 à Kisangani? Et la leçon? Est-ce que Kabila avait dit que l'IDPS est dans la trahison? Ici, combien de fois Tshisekedi a signé dans le livre d'or il y a génocide à Rwanda? Il a même qualifié le mort congolais de dégâts de dommages collatéraux. Quelle est la leçon historique? Mais la leçon historique, c'est que l'IDPS doit cesser de dire que Oazando Kinangai, Mundumswa ko collaborer na été. Awa to mona bisele oke luka carnet d'adresse na Rwanda. Balata mangwanda ba embela biso ba finga biso ba congolais na nobo ya Kagame. Ba pesa et comme le roi Kagame azad ndoki na bango. Kagame ange hier, aujourd'hui, il est devenu démon. Aza ange, aza démon na bango. Lorsque la ville de Goma passait entre les mains, il y a Rwandais Kakawana. Etienne Tshisekedi était où? Savez-vous où était Etienne Tshisekedi? Allez. Il était
dans la maison présidentielle récit par Paul Kagame. Est-ce que Kabila Lobagi qui tu sais qu'il a non, ça veut dire il faut que nous ayons des responsables. Merci. Solution. Le président a déjà donné le tempo. Le président a dédouané le Rwanda. Le problème, c'est entre Congolais. Parce que le président a qualifié cette agression d'une opposition armée. Alors, laissons les évêques. Parce que le président refuse de déclarer la guerre. Merci beaucoup, Marley. Nous disons que c'est une guerre de fait. On ne veut pas accepter. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, laissons le chemin de l'évêque être utilisé. La dernière question, on a pris via les réseaux sociaux la convocation de Alain Bolodja. C'est lundi au parquet de grande instance de Gombe. Vous en connaissez quelque chose? Quelles sont les raisons pour lesquelles il est convoqué? Je vis la convocation, ou carrément l'invitation. Mais dommage que les intimidations puissent continuer. C'est là, vous me donnerez raison quand je dis que ces gens n'ont pas besoin de la cohésion nationale et de l'unité. Parce qu'ici, nous avons besoin de toutes les intelligences. Nous avons besoin de nos éminences grises afin de réfléchir pour présenter de vraies solutions. Mais c'est le moment choisi par l'UDPS et le régime, tantôt de promettre de casser toutes les églises et paroisses catholiques et protestantes, tantôt d'interpeller Alain Bolodja, tantôt d'insulter qui le fait. Je crois que j'ai toujours dit, je félicite mon grand frère Augustin Kabouya pour avoir décidé maintenant de vivre un monde d'avion. Parce que sinon soit ses haut-parleurs sont abîmés, il ne parle plus. Je l'encourage de garder cette voix parce qu'un homme d'État ne parle pas, s'exprime. Il doit commencer maintenant à s'exprimer. Pourquoi Bolodja s'est on attend la suite. Le motif n'était pas informé. Nous avons simplement vu l'invitation sans motif. Vous le conseillez de s'y rendre? Non, moi, en tant que légaliste, je lui demande d'y aller, de ne pas prêter prétexte à ces régimes irresponsables, d'y aller répondre. Et je crois que c'est la démarche de Nicolas Kazadi. Je peux croire. Parce qu'il a porté plainte à plusieurs personnes. Je crois que là où il a décidé d'en finir avec les gens. Mais je me demande, le ministre honoraire de Pité aujourd'hui, Nicolas Kazadi a décidé d'en finir avec les gens pour avoir réclamé leur argent, parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune station forage. Nos routes ne sont pas éclairées par des lampadaires. Les véhicules des ambassadeurs ne sont pas livrés. L'ARENA n'est pas encore livrée. Les centres financiers, c'est un bâtiment à Doni. Mais je profite à demander de saluer ce que fait Doudou Famba. Dans un moment de turbulence, où il y a la guerre, de pillage, mais il a quand même maintenu le taux d'échange à 28. Il y avait des projections des experts que pendant cette période, les dollars, le taux d'échange allait, il y aurait inflation, on allait atteindre 330 pour $1. Merci. Mais Doudou Famba, félicitations, nous avons besoin des Congolais comme ça, qui travaillent, qui maintiennent quand même les trains de vie, malgré difficile où le pouvoir d'achat n'existait plus, mais il y a un Congolais qui fait quand même un travail. Continuez comme ça. Peut-être demain, ça va être meilleur. Allez, merci beaucoup. Nous devons rester vent debout pour défendre à corps et à cri la patrie. Nous allons nous en relever et le Congo reprendra sa marche vers son destin glorieux au cœur de l'Afrique. Merci à tous que nous avez regardés. Nous vous retrouvons avec le même plaisir pour un autre numéro.